Dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Tiefing Sissoko, sociologue de l'éducation, Alain Jules Meunier, journaliste et diplomate, Louis Kemayou, journaliste, président du Club de l'information africaine. Parlions donc de cette hausse des frais d'inscription en France, notamment pour les étudiants africains. Tiefing Sissoko, est-ce que c'est un mal pour un bien, comme le disait Louis Kemayou? Est-ce qu'il pourrait effectivement y avoir une prise de conscience de la part des dirigeants africains après cette mesure? Je pense qu'il y a lieu de faire des choses. Je crois que nos deux positions ne sont pas totalement opposées. Ce que je pense, moi, personnellement, c'est quel combat est-ce que nous pourrons mener ici en France pour améliorer les conditions de vie et d'accueil des étudiants étrangers. Bien sûr qu'il faut des dispositifs ou des dispositions qui doivent être prises aussi par les États africains eux-mêmes pour assurer les meilleures conditions de formation et d'autonomisation des étudiants qui sont sur place. Mais ici, en France, à mon avis, il y a besoin de lever un certain nombre de freins pour que les étudiants étrangers qui viennent ici puissent assurer les conditions de leur autonomie, de leur indépendance. Pourquoi est-ce que je dis cela? Quand on regarde beaucoup de nos États, en fait, on se rend compte que l'accès à l'autonomisation, à la formation de qualité dans les meilleurs établissements est réservé à une minorité un peu plus fortunée. Et donc, pour les autres, la majorité, la chance de connaître une promotion sociale, eh bien, ça passait par une université européenne et occidentale. Et dans les universités européennes ou occidentales, les meilleurs tarifs se trouvent en France. Et donc, ça permettait à ces étudiants, d'une part, de s'opposer à la fatalité de leur destin. Et ici, donc, il y a besoin, en fait, de lever des freins pour que, d'une part, ces étudiants se forment comme il faut et qu'une majorité de ceux-ci parviennent à acquérir des compétences qui seront utiles non seulement pour eux, pour le pays d'accueil et pour le pays d'origine. Ces étudiants étrangers, n'oublions pas, qui sont extrêmement discrets. En fait, en France. Ils sont discrets parce qu'ils sont très bien élevés. Ils sont discrets parce qu'ils sont reconnaissants aussi de ce que la France leur propose. Et donc, à partir de là, la voie qui est en train d'être portée ici, c'est une voie pacifique qui permet de dire, eh bien, négocions pour essayer d'améliorer les conditions de vie. Moi, je ne pense pas que tout doit s'obtenir par le conflit ou par la rue ou par ce que l'on a pu voir par les violences. Il y a aussi des choses à obtenir avec un dialogue qui est engagé en toute intelligence. Et je crois que c'est cette dimension que j'essaie de porter ici pour attirer l'attention sur les conditions de vie des étudiants étrangers en France pour qu'on leur permette de connaître cette promotion sociale. Monsieur Macron, qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Macron dit il faut, en reprenant les travaux de l'OCDE, il faut 6 générations pour qu'un enfant de milieu populaire se retrouve dans la classe moyenne. Combien de générations il faut pour les jeunes Africains pour échapper à leur fatalité? Combien de générations? Donc finalement, une mesure qui peut avoir vraiment de lourdes conséquences sur le long terme, véritablement. Louis Kemayou. Tout d'abord, il faut dire que cette réforme ne s'applique pas aux étudiants qui sont en cours, qui sont en train de suivre un cursus de formation en France. C'est pour ceux qui arriveront pour 2019-2020. Donc, c'est pas alors, au cours d'un diplôme, si par exemple l'étudiant est déjà engagé en licence, cette mesure ne va pas s'appliquer. En revanche, si l'étudiant passe de la licence au master, par exemple, la mesure s'applique. Absolument. Oui. C'est par rapport au cycle. Oui, c'est licence, maîtrise, doctorat. Donc, si vous changez de cycle, oui. Mais tant que vous êtes dans votre cycle, à la rentrée prochaine, vous ne paierez pas plus cher que ce que vous payez jusqu'à présent. La mesure va concerner énormément d'étudiants qui sont déjà présents sur le territoire. Attention, oui. C'est extrêmement délicat ce sujet puisque l'annonce de cette réforme a été proposée sur les sites de Campus France, avec des chiffres qui ont été indiqués, avec les tarifs qui sont indiqués. N'oublions pas que ces annonces ont été effectuées sans arrêté. Il n'y a pas eu d'arrêté encore. Donc, moi, je me souviens de la réforme du système LMD lorsqu'il a été appliqué en France. On disait, ah non, quand vous êtes dans le cadre d'un cycle, ce n'est pas appliqué. Non, en fait, il y a une application immédiate quand c'est la loi. Il y a une application immédiate dans toute inscription dans un cycle lorsque la réforme est portée. Là où il y a une incertitude,
c'est que cette annonce a été faite dans les sites des Campus France, donc ça veut dire que ça donne une valeur officielle. Mais le gouvernement n'a pas tenu d'arrêter, il n'y a pas eu d'arrêté. Donc on attend les arrêtés, mais on a espoir aussi que le gouvernement recule sur cette disposition, puisque c'est une disposition qui a qui a de lourdes conséquences en fait, en termes social, en termes d'acquis social, et aussi qui porte atteinte aux principes de base de l'université. Et je crois que c'est sur cette dimension en fait qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Alain-Jules Meunier. Oui, justement, par rapport à ce que M. Luc Mayou disait tout à l'heure, effectivement, on n'a pas encore entériné cette décision. C'est une proposition de la Cour des comptes. Mais ce qui va se passer en réalité, c'est que on promeut en fait les riches. Ce sera ça. C'est-à-dire que le riche qui est en Afrique, il pourra envoyer son enfant en France. Il pourra envoyer son enfant partout, mais aujourd'hui, le mérite est complètement mis entre parenthèses. C'est ça le drame de cette réforme en principe qui peut arriver. Moi, je pense que quand on regarde en fait l'Afrique en général, on a des cerveaux. Et je ne pense pas qu'on puisse nous bloquer, parce que ça, c'est un blocage qu'on veut faire surtout aux Africains. Il faut le reconnaître, nous sommes sur cette planète les plus pauvres. Et c'est pour cela que moi je me dis, si on privilégie uniquement les Français, dans cette réforme-là, on est en train finalement de tuer une autre fois l'Afrique. Voilà. Pour moi, c'est... J'entends tous ces arguments, et je ne suis pas insensible au fait qu'il y a un très grand nombre d'étudiants africains qui vont être pris dans des étaux difficiles à partir de la rentrée prochaine. Ça, je ne suis pas insensible à cela. Mais ce que je suis en train d'avancer, au-delà de cette difficulté qui est réelle, c'est que l'Afrique doit aujourd'hui avoir une politique d'intégration, y compris dans les formations. C'est-à-dire que quand vous allez dans des pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a cette politique qui permet la mobilité des étudiants au sein de l'espace de la CEDEAO et qui fait que quand vous partez du Mali pour le Burkina ou pour le Togo, il n'y a pas de grande difficulté à intégrer l'une ou l'autre université. Simplement, ces universités-là n'ont pas de politique sociale qui font que la différenciation que l'on pratique aujourd'hui en disant que si vous n'êtes pas africain ou si vous n'êtes pas de la CEDEAO, vous paierez plus cher, elle n'existe pas. Et du coup, elles ont un problème de financement. Et je pense que le grand chantier que devrait avoir l'Union africaine et les organisations régionales d'intégration, c'est celui-là. C'est celui de doter les universités de moyens qui fassent que la formation sur place puisse marcher et qu'elle puisse être attrayante d'abord pour les nationaux, ensuite pour les voisins. Et l'autre chose que j'ajoute pour terminer, c'est qu'on a peut-être perdu de vue cela, mais quand vous prenez un problème comme Boko Haram, quand vous dites que l'éducation occidentale est haram, c'était quoi leur problème? C'était pas de dire qu'ils sont musulmans et qu'il vaut mieux se former au Coran qu'à autre chose. C'était de dire qu'il y a une élite aujourd'hui qui dirige le pays et qui a suivi une éducation occidentale et qui écrase tout le reste. Parce que sous prétexte qu'elle a été dans les meilleures universités occidentales, c'est elle qui a le droit de préempter tout ce qui y va. Et quand vous n'avez pas été dans ces universités-là, forcément vous êtes au bas de l'échelle sociale. Cela ne doit plus avoir cours. Et la seule manière de le faire, c'est de donner une égalité de chance en termes d'accès et de financement de l'éducation d'abord sur place. Mais si vous avez les moyens d'aller vous former à l'étranger, comme c'est le cas pour les Sud-Africains, les Nigérians, les Égyptiens et d'autres, ma foi, allez-y. Mais il ne faut pas que l'on soit dans un schéma où unilatéralement on va vers la France ou vers les pays occidentaux uniquement parce que c'est vers là qu'on peut avoir une promotion sociale dans son pays. Ça ne devrait pas être ça. Tiefing Sissoko ? Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un combat qui doit être mené. Hein. Il faut que ça soit entendu, ces paroles. Mais cela ne doit pas être un moyen pour alourdir un peu la situation des étudiants étrangers lorsqu'ils sont en France. N'oublions pas que cette réforme, je pense que, enfin, je suis persuadé que Emmanuel Macron peut-être était le meilleur président pour la France. Sur cette réforme, j'ai l'impression qu'il y a besoin, en fait, peut-être de faire marche arrière. Parce que ça a beaucoup plus de conséquences que d'avantages. Et je crois même que les universités qui se sont prononcées ont attiré l'attention sur l'ambition affichée du gouvernement d'attirer
500 000 étudiants supplémentaires d'ici 2027, que cet argument, en fait, ne tient pas vraiment. Parce alors, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de paradoxal? Il y a quelque chose de paradoxal, puisqu'on veut augmenter les effectifs, en tout cas, d'étudiants étrangers, et en même temps, on veut fermer les robinets quelque part. Comme si en fermant le robinet au niveau de l'Afrique, ça va ouvrir automatiquement le robinet asiatique ou américain. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas comme ça, puisque aujourd'hui, dans la politique d'enseignement supérieur, c'est ici porte ouverte. C'est-à-dire que tous les bacheliers qui ont le baccalauréat, qui peuvent justifier le baccalauréat, peuvent s'inscrire dans les universités. Donc il n'y a pas une porte fermée. Cette logique aurait pu tenir dans la mesure où nous avons mis en place un dispositif de sélection à l'entrée des universités. Alors là, tout d'un coup, on va se dire, puisqu'il y a une sélection, donc il y a un dispositif de numerus clausus, donc tout le monde ne peut pas intégrer. Mais on ne peut pas dire, on ne peut pas tenir qu'on veut ouvrir l'accueil à 500 000 étudiants de plus, en se disant, tiens, pour les Africains, on va mettre une sélection, c'est une sélection par l'économique. Donc il y aura beaucoup d'étudiants qui ne parviendront pas à payer, en fait, ces coûts élevés et à faire face aux vies, en tout cas à la vie en France, sans que les barrières, je le dis encore une fois, sans que les barrières soient levées, notamment sur le plan administratif, puisque les étudiants stressent beaucoup dans les préfectures, sur le plan économique aussi, libérons leur activité professionnelle pour qu'ils travaillent plus. Et pédagogiquement, il faut que les enseignants innovent aussi pour permettre. Il faut plus d'innovation pour permettre à ces étudiants d'accéder à des connaissances. Alain Jules. Oui. Exactement, je suis du même avis. Je prends l'exemple, on va dire même familial. J'ai un petit neveu par alliance qui est étudiant. Il est arrivé, là, il fait un master. Il est arrivé de l'étranger. Et il voulait aller passer les fêtes de Noël en Afrique. Malheureusement, il ne peut pas. Pourquoi? Simplement parce que ses papiers d'identité ne sont pas encore sortis. Il est encore à la préfecture. Donc, c'est un point. Alors, il faut qu'on crée, je crois, une espèce de coin unique au niveau des préfectures, réservé aux étudiants, pour que ça se passe très rapidement à partir du moment où on sait qu'il est inscrit régulièrement dans une université. Et puis, bien évidemment, la libération du travail, pour qu'ils puissent travailler normalement, comme quand on s'inscrit, comme quand, par exemple, on se retrouve en 3e cycle et on travaille parce qu'on est obligé de payer non seulement sa formation, mais le reste, logement, le quotidien, finalement. Donc voilà, si on ne peut pas travailler normalement, parce qu'on a une restriction d'heures, ce n'est pas possible. Mais je pense qu'à ce niveau-là, il y a une réforme qui a été faite. Je me fie à ce que dit Campus France sur son site. Je pense qu'il y a aujourd'hui une espèce de guichet unique qui a été fait à travers Campus France qui permet notamment de prendre des rendez-vous sur des plateformes en ligne par rapport à la préfecture et donc d'alléger les procédures qui jusqu'à présent étaient très fastidieuses et donc pouvaient être décourageantes pour les étudiants étrangers. Ce n'est toujours pas le cas. En fait, les étudiants, quand le titre de séjour il est renouvelé tous les ans, ils n'ont pas fini la procédure pour le renouvellement de l'année en cours, qu'ils entament déjà d'autres procédures pour le renouvellement. Et c'est extrêmement périlleux pour les étudiants qui passent une partie de leur temps à faire donc ces démarches administratives et parfois même avec des preuves qui doivent être apportées. Et je crois que le gouvernement a indiqué cette ligne dans les dispositions à venir pour peut-être soulager. Mais à mon avis, il faut aller plus, en fait. Il faut aller un peu plus loin. Peut-être même que ce montant qui est indiqué pour les frais de scolarité peut être payé par les étudiants si on libère leur travail. Parce que ce sont des gens qui sont très courageux. Ce sont des gens qui travaillent. Et malheureusement, beaucoup travaillent au noir parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est un manque aussi, je crois, pour la France. Et ça, il faut absolument qu'on l'indique. En libérant le travail des étudiants étrangers, eh bien, l'économie va être réconfortée, en fait. Le marché du travail, je crois que beaucoup de gens se trompent, en fait, sur cette idée, en disant que, eh bien, quand il y a beaucoup d'immigration, tout d'un coup, ça peut avoir un impact sur le chômage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean Tirole, un prix Nobel d'économie en 2014. Il dit, mais l'emploi n'est pas en quantité limitée sur le marché. C'est pas parce qu'il y a plus de personnes que tout d'un coup, ça va créer le chômage automatiquement. Donc, en libérant le travail des étudiants étrangers,
l'étranger, eh bien, on n'aura pas plus de chômage. Je crois qu'on aura même au contraire, beaucoup plus de création d'activités et on aura des étudiants qui pourront faire face à leur vie et à ces frais qui peuvent être élevés. Mais ça, c'est au cas où on ne parviendra pas à faire reculer le gouvernement. Oui. Luc Mayou, je crois que vous voulez intervenir. Oui, parce que ce que je voulais relever, au-delà de tout ce qui a été dit, pour moi, il y a quand même une contradiction qui est très forte, qui n'annule pas tout ce qui a été dit jusqu'à présent, du moins de ma part, c'est que quand Emmanuel Macron va à Ouagadougou et qu'il tient son discours devant des étudiants africains en leur expliquant qu'il va davantage contribuer à la formation, qu'il va même privilégier la formation des filles pour que cette catégorie sociale-là puisse arriver à équilibrer les désavantages qu'elle a par rapport aux garçons, je ne sais pas comment il fera la discrimination entre les filles et les garçons qui viendront étudier en provenance d'Afrique pour la France, mais c'est vrai qu'il y a là une vraie contradiction à la fois dans la démarche concernant la place de la France dans la francophonie et le rôle qu'elle y joue, et puis les discours qui sont faits en termes de générosité vers l'Afrique, vers les pays africains qui ont besoin de former leurs élites et qui n'en ont pas toujours les moyens. Mais encore une fois, c'est l'affaire des pays africains. C'est à eux aujourd'hui, en termes de souveraineté, de prendre ce dossier en main et de se dire nous sommes capables de former nos élites parce que nous en avons besoin et que ces élites-là sont un investissement, elles ne sont pas une charge. Alain-Jules Meunier. Ben écoutez, là, pour une fois, je suis d'accord avec M. Luc Mayou, effectivement, mais il faut relever quand même que pour la France, ça reste des discours. Ça reste des discours. Il est allé à Ouagadougou, il a fait un discours. Mais dans les faits, parce qu'on pratique ça, on va en Afrique, on est en France, mais vraiment dans la praxis, mais rien du tout. Moi, actuellement, je vais bientôt au Cameroun pour des conférences à l'université, mais je vous dis que moi, je ne vois pas l'impact de cette coopération qu'on vend. Alors en même temps, Emmanuel Macron a dit que ce n'est pas à lui de s'occuper des affaires qui concernent mais là, c'était par rapport au climatiseur. C'était par rapport au climatiseur. Ben non, là, c'est une boutade. C'était une boutade. Oui. Mais donc, en réalité, je vous dis, ce sont des mots qu'on lance comme ça lorsqu'on fait un petit discours. Mais je vous dis bien, dans la praxis même, parce que je sais ce qui se passe, il n'y a pas cet impact-là. Donc maintenant, effectivement, peut-être que les pays africains sont pauvres, peut-être que les gouvernements africains ne mettent pas assez l'accent sur l'éducation. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être que la mesure française, si elle passe, permettra que les gens... Elle fera le bonheur du Maroc, surtout, et des pays du Maghreb qui accueillent déjà un grand nombre d'étudiants d'Afrique subsaharienne. On verra bien là-dessus. Alors, Tiefing Sissoko, peut-être une dernière question. Est-ce que, à partir de cette réforme, vous voulez mettre en lumière les difficultés qu'ont les étudiants africains en France, en tout cas sur plusieurs thématiques, comme vous avez pu le dire au cours de cette émission? Absolument. Je pense qu'il faut attirer l'attention sur les conditions dans lesquelles ils étudient, les conditions dans lesquelles ils vivent ici en France et comment on peut l'améliorer. Et j'aimerais insister, je le dis encore une fois, insister sur cette immigration d'études triplement gagnante. Il faut qu'aujourd'hui elle est gagnante pour la France, elle est gagnante aussi pour le pays d'origine et il faut qu'elle soit gagnante aussi pour l'étudiant, puisque malheureusement cet étudiant il souffre en fait, il souffre durant ses études. Alors moi j'ai vécu en France comme un étudiant étranger pendant de longues années d'études ici avec ces dispositifs de renouvellement de titres de séjour comme beaucoup l'ont vécu. Je l'ai vécu pendant plus de 7 ans où tous les ans je partais faire cette démarche. Il y a des choses qui ont évolué. Malheureusement, il reste encore beaucoup de choses qui impactent négativement la vie des étudiants étrangers je crois qu'il faut des barrières qu'il faut lever de plus en plus. Merci beaucoup à tous les trois. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Tiefing Sissoko, je rappelle que vous êtes sociologue de l'éducation. Alain-Jules Meunier, vous êtes journaliste et diplomate. Luc Mayou, je rappelle que vous êtes journaliste et président du Club de l'information africaine. Merci à tous les trois et merci à vous pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain mardi. Très bonne soirée.